Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à ce 105e épisode. Nous sommes à la saison 5 également d'IA Café. Content de vous savoir de retour. Épisode très spécial cette semaine. Poursuite de notre série d'épisodes intitulée Bilan. Parce que je le disais au début de notre saison 5, je souhaitais que cette 5e saison d'IA Café soit notre saison des bilans, 5 ans d'entrevues, de discussions, de lecture, de rencontres, de bien belles discussions avec, au micro, en dehors du micro. Ça s'imposait là, de revenir avec vous sur nos pas et jeter avec vous là, un regard rétrospectif et peut-être plus analytique sur notre propre travail d'exploration et d'analyse. Mais aussi parce que plusieurs d'entre vous, écoutez, il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont joints en cours de route à notre aventure IA Café. Il y en a plusieurs qui se sont d'ailleurs ajoutés lors de notre épisode spécial, notre rencontre avec Yoshua Bengio. Écoutez, admirateur et admiratrice de Yoshua, bienvenue à IA Café. Mais ça fait 5 ans là, qu'on travaille, qu'on fait des rencontres, qu'on tente de cerner ce thème qui est celui de l'intelligence artificielle. Puis, toutes sortes de belles rencontres. C'est sûr que Yoshua, c'était une rencontre extraordinaire, mais en même temps, on se faisait déjà une fierté là, d'avoir donné la parole à tant d'autres penseurs, chercheurs, chercheuses, qui sont, c'est sûr qu'ils sont peut-être moins entendus que Yoshua, mais ce sont toutes des personnes qui ont évidemment beaucoup à dire, beaucoup à vous dire. Donc, dans ces épisodes de bilan, je vous invite à replonger avec nous dans ces entrevues, ces analyses, ces beaux thèmes. Il y a beaucoup de stock. Écoutez, on a dépassé le 100 épisodes. Là, ça commence à faire beaucoup de stock à revoir et analyser. Mais si ça ne vous tente pas de faire comme moi, puis de réécouter tous ces épisodes, puis on se doute bien là, que vous n'allez pas réécouter tous ces épisodes passés, là, sinon, chercher par thème, là, mais les épisodes bilan sont justement là pour vous permettre de rattraper un train qui est depuis trop longtemps en marche, puis ça vous permettra de jeter avec moi, avec nous, ce regard critique et encore une fois un peu plus analytique là, sur le contenu que nous avons construit en 5 ans. Prêtes et prêts pour ce deuxième bilan? C'est parti! OK, dans ce bilan, j'aimerais aborder avec vous les principaux enjeux éthiques de l'IA. C'est mon champ d'expertise, l'éthique. Mais plus précisément dans cet épisode, j'aimerais me concentrer sur ce que j'ai nommé les enjeux intrinsèques, donc les enjeux éthiques, mais intrinsèques de l'IA. Et par intrinsèque, ce que je veux dire, c'est que on va essayer de se concentrer sur les enjeux éthiques qui sont intimement, viscéralement et irrémédiablement associés à l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on va essayer de s'éloigner peut-être des enjeux éthiques qui sont associés à l'utilisation de l'IA. On fait souvent ça, là, on regarde l'IA, on regarde les différentes applications, on regarde les utilisations, puis à partir de là, on regarde c'est quoi les enjeux éthiques qui découleront des utilisations de l'intelligence artificielle. Puis ceux-là, je vais les nommer les enjeux éthiques extrinsèques, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement et nécessairement associés à l'intelligence artificielle, mais ils sont externes au sens là, où les enjeux dépendent des utilisations bonnes ou moins bonnes de l'IA. Donc, par ça, je vais nommer extrinsèque ce genre d'enjeu. Puis, pourquoi je m'amuse avec ces termes? C'est pour faire un peu de l'ordre,
Puis c'est une belle distinction importante parce que lorsqu'on réfléchit aux enjeux éthiques et sociaux de l'IA, justement, on verse souvent plus rapidement vers les enjeux éthiques extrinsèques, puis on oublie les enjeux éthiques intrinsèques. Martin Gibert, éthicien. Je disais, c'est répondre à la question, l'éthique, c'est répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire? Mais ça, on peut se poser on peut préciser en disant, OK, c'est quelle est la bonne chose à faire du point de vue des résultats que ça va avoir dans le monde. Puis là, c'est une théorie qui s'appelle le conséquentialisme, en gros, qui prend en charge ce type d'analyse. Donc, quelles sont les conséquences de mon action? Puis si c'est des bonnes conséquences, on va le faire. Si c'est des mauvaises conséquences. Oui, c'est les calculs de conséquences typiques. Là, on se prend une feuille de papier, puis les pour, les contre. Puis... L'utilitarisme en philo est un exemple de cette approche conséquentialiste. Mais on peut aussi répondre à la question quelle est la bonne chose à faire sans se soucier des conséquences, simplement en regardant si notre action correspond à des standards moraux. Donc là, on va parler plutôt de déontologisme, d'éthique, des droits fondamentaux, des devoirs. Des principes. Alors, il y a bien des principes dans toutes les éthiques, mais en tout cas là, c'est vraiment des principes qui vont porter sur l'action. Ceci est autorisé, ceci est interdit, ceci est obligatoire. Et lorsqu'on se concentre sur les conséquences, les utilisations, ce qu'on fait sans trop s'en rendre compte, c'est qu'on présume du fait que l'outil en question, qui est l'intelligence artificielle, cet outil, il serait neutre. Hein, il ne resterait qu'à calculer les conséquences positives et négatives de l'utilisation de cet outil neutre. On aurait seulement à faire le bilan, là, je dirais, des conséquences, puis s'assurer que ce bilan-là soit positif. Hein. C'est l'idée que c'est un outil, il est neutre, on parle de neutralité morale, par exemple, de la technologie. Ça revient dans toutes sortes de technologies. L'IA n'échappe pas à ce genre de réflexe. On dit c'est un outil neutre, mais extrêmement puissant. Donc, parce qu'il est puissant, ça va nous permettre de résoudre les plus grands problèmes sociaux du monde, répondre aussi aux besoins sociaux les plus criants. Mais aussi parce que c'est un outil neutre, mais on se rend compte que cet outil, parce qu'il est encore une fois très puissant, il pourrait décupler ou intensifier des problèmes éthiques et sociaux qui étaient déjà là, hein, des problèmes éthiques et sociaux existants, mais l'outil en question, il est neutre. C'est comme un couteau, on peut un peu couper le pain, mais on peut aussi tuer quelqu'un. C'est une posture que plusieurs vont adopter là, lorsqu'on observe les nouvelles technologies. Ce discours-là, il est partout dans le discours technologique et socio-technique. Ce ne sont que des outils, ne vous en faites pas. Puis, il faut se concentrer sur les impacts externes de ces outils qui sont neutres. Puis, tout à coup, on se retrouve avec une réflexion qui est seulement orientée sur l'analyse des impacts et des bénéfices. Hein, on considère que l'outil il est neutre. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de nous assurer que le bilan il soit très positif. Frédéric Plamondon, collaborateur de longue date, explore justement ces enjeux et conséquences positives, négatives associées aux utilisations de l'intelligence artificielle dans l'industrie du divertissement adulte. Mon propos portait sur les usages, c'est-à-dire qu'on réfléchit tout le temps les usages, ou très souvent les usages de la technologie. Fait que là, on se dit, par exemple, l'intelligence artificielle, ça a un potentiel absolument phénoménal, puis on est dans un monde déterminé, c'est là, donc on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Moi, ce discours-là, au-delà des expertises, cette façon-là de concevoir le monde, puis les technologies à partir des usages, puis après ça, d'imaginer des usages potentiels qui sont absolument phénoménaux, alors que de l'autre côté de la bouche, on se dit que 99% du contenu pornographique qui est disponible en ligne concerne des femmes, que des modèles comme de génération d'images comme Stable Diffusion, il y a des équipes de Stanford qui ont identifié des milliers de liens menant à des images pédopornographiques qui ont été utilisées pour entraîner ces modèles-là. On sait que cette industrie-là, de la pornographie, est une industrie délinquante. Puis là, soudainement, t'as ça, puis t'as dit oui, mais... Oui, mais ça peut faire ça aussi. Oui, mais ça pourrait peut-être faire ça. Puis soudainement, ça devient une justification suffisante
pour dire, c'est vrai qu'il y a des problèmes actuels, réels qui existent, mais On postule que l'outil, il est moralement neutre, mais évidemment très puissant. Puis on conclut que parce que l'outil il est puissant, les problèmes existants risqueraient de croître ou s'intensifier. Ou on prend la contrepartie, c'est souvent ce qui arrive, on parle d'outils extraordinaires, puis l'outil il est puissant, puis il va nous permettre de faire mieux que ce que nous faisions auparavant, va intensifier justement ce qu'on réussit à bien faire, on va le faire encore mieux. Nous parlons ici des enjeux externes, extrinsèques, propres aux utilisations de l'intelligence artificielle, donc qui découlent de l'utilisation de l'IA extrinsèque. Que ce soit en santé, en éducation, dans les ressources humaines, dans le monde des arts, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il y a l'industrie militaire, justement le divertissement adulte ou tous les autres champs d'application qu'on a couverts ici à IA Café. Tous ces champs ont leurs enjeux éthiques et sociaux qui leur sont propres. Donc, ils ne dépendent pas nécessairement de l'outil en tant que tel, qui ne dépendent pas intrinsèquement de l'outil. Ce sont des problèmes qui étaient des problèmes bien avant la venue de l'intelligence artificielle. Des problèmes c'est vrai, des problèmes qui pourraient s'intensifier ou se résoudre partiellement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais ce sont des enjeux extrinsèques, extérieurs à l'outil. Et j'aurais envie de mener mon analyse ailleurs. Parce qu'il y a des enjeux éthiques qui sont bien différents, je le disais un peu plus tôt, des enjeux qui sont intrinsèquement liés à l'outil qu'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce sont des enjeux qui sont toujours là, dans l'outil, qui sont nécessairement rattachés, associés, imbriqués à l'outil, peu importe votre utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, peu importe que les conséquences soient positives ou négatives, il y a déjà des enjeux qui sont là et ils seront toujours là, peu importe ce que vous ferez avec vos outils mobilisant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on le verra dans la suite de l'analyse, bien en amont, bien avant, dans le processus même de conception de l'intelligence artificielle, bien avant que ces IA ne servent à quoi que ce soit. Ces outils portent déjà, je vais essayer de tenter de le démontrer, ces outils portent déjà en eux le fardeau moral des processus qui ont justement précédé leur conception, leur développement et éventuellement leur naissance. Comme premier enjeu éthique et social intrinsèque de l'intelligence artificielle, j'aurais envie de commencer par peut-être le plus évident et le plus important, selon moi. Ce sont les enjeux environnementaux. C'est un constat que, écoutez, je l'ai fait trop tard probablement dans ma lecture des enjeux éthiques de l'IA. Je pense que ça m'a pris peut-être 3 saisons d'IA Café là. Et peut-être 2000 interventions sur les réseaux sociaux de Sacha Luciani, avant que je comprenne que les enjeux environnementaux étaient importants, puis étaient nécessairement liés au développement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que avant même qu'une IA soit mobilisée pour résoudre tous les beaux problèmes de la Terre, l'intelligence artificielle porte déjà en elle un coût environnemental. Anne-Laure Ligoza, chercheure et experte en informatique. Donc actuellement, quand on mesure les impacts environnementaux d'un programme d'IA, ce qu'on mesure en fait, c'est l'empreinte carbone qui est liée à la consommation électrique dynamique des serveurs de calcul pendant l'entraînement principalement. Globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend en compte la consommation électrique
de tous les composants qui sont dédiés à l'exécution du programme, donc les processeurs, enfin le processeur graphique, la mémoire, etc. Surtout l'ensemble de l'exécution du programme. Bon, ça nous donne une consommation électrique qui est additionnelle, qui est due à notre programme. Et puis, ensuite, on va utiliser un facteur d'émission qui va dire quelle est l'empreinte carbone qui est associée à la production d'une unité d'électricité. Et puis voilà, du coup, on va multiplier notre consommation précédente par ce facteur d'émission ou intensité carbone. Et du coup, notre empreinte carbone, ça va dépendre principalement, ça va dépendre tout court, d'une part de la consommation d'électricité pendant l'exécution du programme, et puis d'autre part de l'intensité carbone de l'électricité qu'on a consommée. Ils vont essayer de tenir aussi compte de la consommation des autres équipements du centre de calcul. Et donc, par exemple, tout ce qui est climatisation. Et donc, la façon dont c'est pris en compte, c'est que ils vont multiplier la consommation électrique qu'on avait calculée précédemment par le PUE, donc qui est un indicateur d'efficacité électrique du centre, qui est calculé on prend en compte toute la consommation électrique totale du centre, et puis on va diviser par la consommation des équipements informatiques, donc c'est forcément supérieur à 1, et plus c'est proche de 1, plus le centre consomme juste ce qu'il faut pour faire tourner le côté informatique, quoi. Pour entraîner une IA, ça prend des ordinateurs, des processeurs, des cartes graphiques qui tournent à 100 km/h pendant des journées, des semaines, sinon des années. Ça prend de l'énergie, de l'eau, du pétrole dans certains cas, du charbon dans d'autres pour faire tourner tout ça. Et tout ce processus, bien évidemment, là, il a un bilan environnemental qui peut être, dans certains cas, assez préoccupant. C'est un bilan qu'on tente de corriger, d'améliorer. Et cela dès les premières phases de développement de l'intelligence artificielle. En vrai, quand on calcule ça, c'est une toute petite partie des impacts environnementaux qui sont réellement dus à l'exécution de notre programme, parce que d'une part, en fait, on va prendre en compte que alors je vais commencer du plus local au moins local, hein. Déjà, quand on prend en compte la consommation supplémentaire qui est due à l'exécution du programme, en regardant la consommation des processeurs et de la mémoire, etc., en fait, on prend en compte qu'une partie de la consommation d'électricité du serveur, parce que un serveur, ça a une consommation même quand ça fait rien, qu'on appelle consommation statique ou idle, c'est-à-dire il est juste allumé, mais il n'y a aucun programme qui tourne dessus. Et en fait, si ce serveur il est allumé, c'est aussi en partie pour pouvoir faire tourner le programme. Sinon, il serait éteint ou même il n'aurait pas été acheté. Donc, en fait, la consommation du programme. Donc là, je parle volontairement de programme. Je parlerai un peu des phases après, mais bon. La consommation, l'exécution du programme, elle est responsable d'une partie de cette consommation statique, et même une partie de l'empreinte carbone de la fabrication et de la fin de vie du serveur. Donc, quand on utilise des méthodologies standards, en fait, de calcul d'empreinte environnementale, donc en l'occurrence c'est l'analyse de cycle de vie attributionnelle, mais voilà, qui est la méthode classique pour calculer ce genre de choses. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on alloue une partie de l'empreinte qui est liée à la consommation statique et à la fabrication et la fin de vie du serveur à l'exécution de notre programme. Voilà, on va dire que notre serveur, il a été en petite partie acheté parce que on voulait faire tourner notre programme, et du coup cette petite partie, on va prendre la part de l'empreinte de la fabrication, allouer cette petite partie à notre programme. Par exemple, dans le centre de calcul du GRICAD à Grenoble en France, ils ont calculé l'empreinte carbone. Alors, l'étude est très très large, hein, il y a beaucoup plus que ce que je vais raconter, mais sur toute la partie empreinte carbone qui est liée au serveur, il y a 40% de l'empreinte carbone qui est due à la fabrication et 60% à l'usage. Donc, quand on prend en compte que l'usage, on oublie les 40%, de l'empreinte carbone qui sont dues à la fabrication. Et puis, alors, t'en as parlé un petit peu, mais c'est vrai que jusqu'ici, j'ai un peu passé sous silence ce qu'on mesurait. J'ai parlé de programme un peu volontairement, mais c'est vrai, ce qu'on mesure en général, c'est l'entraînement du modèle ou l'inférence dans certains cas particuliers. Par exemple, si on est sur des systèmes embarqués où là, le coût de l'inférence va être, la consommation va être vraiment importante. Mais du coup, on oublie tout ce qui est collecte de données, préparation, stockage de données, etc. Oui. Et puis voilà, c'est vrai que par exemple pour les gros modèles, on va plutôt tendance à regarder la partie entraînement, alors que l'inférence c'est pas forcément du tout négligeable. Alors évidemment, pour un exemple et une exécution, une utilisation du modèle, c'est assez négligeable,
Mais en fait, comme cette utilisation, elle se fait plein de fois, l'impact, il peut être pas du tout négligeable. Donc, il y a par exemple une étude de Facebook en 2021 qui calculait justement la part de l'inférence et de l'apprentissage de ces modèles et qui montrait que la phase d'inférence, elle pouvait être aussi importante que celle d'entraînement. Alors, selon les modèles, c'est pas tout à fait la même chose parce que il y a des modèles, alors si je me souviens bien, par exemple, les modèles de traduction, ils seront entraînés moins souvent. Et du coup, la part de l'entraînement est plus petite et ils sont utilisés très souvent. La part de l'inférence est plus grande. Par contre, pour les modèles de recherche qui sont mis à jour hyper régulièrement pour qu'on puisse retrouver ce qu'on veut sur Facebook, cette fois-ci, la part de l'entraînement est plus importante. Donc, ça dépend un petit peu des modèles, mais en tout cas, c'est pas du tout négligeable. Et puis, c'est pareil, tu t'en parlais aussi, mais c'est jusqu'ici, j'ai parlé que d'empreintes carbone. Mais évidemment, il y a plein d'autres empreintes qui sont liées aux équipements au cycle de vie des équipements numériques et donc il y a de la consommation d'eau, consommation des ressources énergétiques, consommation de matériaux, enfin voilà donc. Mais oui. Mais le mal est fait, hein, en quelque sorte. L'outil, le système d'IA qui vous est cher, puis que vous avez toutes sortes de belles idées pour utiliser ce système d'IA. Eh bien, ce système, il porte déjà, avant même que vous l'utilisiez, il porte les traces et les stigmates de ces enjeux environnementaux. Et donc, la belle application là, que vous avez tenté de développer pour résoudre le problème qui est le plus important du monde ou celui qui est le plus important pour votre employeur, cette belle application qui n'a encore rien fait, elle a pourtant déjà avec elle sur ses épaules parfois lourd bilan environnemental, un bilan qui est préoccupant, ou du moins un bilan que vous devrez considérer. Ce que ça veut dire, c'est que si vous utilisez ChatGPT pour, je sais pas, pour rédiger un rapport, votre article, votre thèse, eh bien, l'existence même de cet outil a déjà un impact environnemental. Donc, l'utilisation de cet outil, si vous utilisez ChatGPT ou n'importe quel outil de cet ordre, il porte déjà les traces de ce bilan environnemental préoccupant. Et donc, si vous souhaitez résoudre tous les problèmes du monde en mobilisant l'intelligence artificielle, et qui plus est, si vous souhaitez résoudre les problèmes environnementaux de ce monde, il va falloir minimalement dépasser le bilan environnemental de l'outil en question, donc le bilan environnemental de l'outil d'intelligence artificielle en tant que tel. Deuxième enjeu éthique de l'intelligence artificielle. Là, on est toujours dans les enjeux éthiques intrinsèques. Difficile de ne pas aborder les enjeux de propriété intellectuelle, les enjeux et tout ce qui en découle, l'autorat, les enjeux associés au pillage des droits d'auteur, y compris les artisans, des artistes. Donc, c'est un des constats les plus navrants qu'on peut faire lorsqu'on observe, on tente de comprendre cette technologie bien en amont, bien avant que, encore une fois, bien avant que ces systèmes d'IA soient utilisables et utilisés, bien avant que ces systèmes soient capables, comme ChatGPT, de produire des textes, bien avant qu'ils soient capables de produire des images, comme le font Midjourney, DALL-E, bien avant qu'ils soient capables de produire des vidéos comme Sora, qu'ils soient capables de produire du son, de l'audio comme Suno, Audio, que vous connaissez peut-être, bien avant. Ils ont dû apprendre à faire ces tâches, parfois en volant, en pillant les ayants droit. Christian Gagné explore avec nous le processus d'apprentissage machine, d'apprentissage automatisé et d'apprentissage supervisé. Le paradigme de base de l'informatique, c'est souvent on va programmer, on va lui donner des directives pas à pas sur comment il doit faire les choses. En apprentissage machine ou automatique, souvent on dit c'est deux traductions valides, là, on travaille plus à dire voici des exemples de données. Voici quand j'ai ces données-là, cette image-là, ce texte-là, généralement je fais
telle décision. Je le classe disant c'est une image avec un chien, c'est un texte qui parle de tel sujet. Donc, on a vraiment des données historiques qui dit des exemples de voici ce que j'ai en entrée, voici ce que j'ai comme décision, conclusion. Puis, je ne sais pas comment j'y arrive, cependant. Puis, je donne ça à la machine en grand nombre d'exemplaires, puis la machine va apprendre, l'algorithme va apprendre à faire ces associations-là, puis trouver c'est quoi qui t'amène à prendre une certaine décision. Donc, au lieu d'expliciter pas à pas la décision, tu lui donnes ça par une banque d'exemples et l'ordinateur va faire l'apprentissage du processus décisionnel qui Déduire mène. lui-même ses règles Oui. à partir des résultats. On arrive à tel genre de résultats ou tel genre de conclusion à partir de telles images. C'est quoi les règles qui me permettraient d'arriver au même résultat avec les mêmes images? Exactement. Puis si je vois des nouvelles images que j'ai jamais vues, mais qui ressemblent à ce que j'ai vu, je suis capable de prendre des bonnes décisions. Donc, dans le fond, on veut apprendre à prendre des décisions qui généralisent bien, qui gèrent bien quand on fait face à des données similaires mais inconnues. Ben oui, c'est le parallèle avec les décisions normales. Il y a un fit, en tout cas. On prend des décisions, on s'inspire des décisions passées, puis à partir de nos décisions passées, si on est capable de généraliser suffisamment, on est capable de s'inspirer de ces décisions-là pour en prendre d'autres dans le futur. C'est le même genre de concept. C'est la base de l'apprentissage automatique. Fait que donc, notre super IA qu'on voit depuis 10 ans, à la base, on vise à faire ce genre de traitement-là. C'est pour ça qu'on parle d'avoir des très gros jeux de données, parce que c'est ça, on apprend à faire quelque chose, des tâches, ou à prédire des choses à partir de nos gros jeux de données. Et c'est exactement ce qui se passe pour apprendre à écrire du texte, à analyser des textes. On a dû leur fournir des millions de textes peut-être pour leur apprendre à générer des images. Vous imaginez qu'on a dû leur fournir des millions d'images. Même chose pour la vidéo. On leur fournit des millions de vidéos. Il y en a plein sur YouTube. Pour le son, la musique, la voix, on a dû leur fournir des millions d'heures de musique, de son, d'extraits audio, y compris des extraits audio de personnes comme moi qui consacrent un peu trop d'heures à faire justement ces podcasts puis qui déposent bien naïvement ces belles heures de fichiers audio gratuitement sur des serveurs américains. Et donc, pour apprendre à faire tout ça, ces IA, on souhaite qu'ils apprennent à faire tout ça, mais pour faire tout ça, on doit nourrir la bête. On doit lui donner des données, des fichiers, des images, du texte. Et la bête, elle est gourmande. Et elle se soucie parfois très peu de ce qu'il y a dans son assiette. Valentine Godard, avocate, consultante pour les Nations Unies en matière de politique et de gouvernance de l'IA. Donc, en termes de solutions, il y a l'Organisme mondial de propriété intellectuelle qui se pose des questions au niveau international depuis plusieurs années. Entre autres, est-ce qu'un droit d'auteur peut être accordé à une intelligence artificielle? Et la réponse a toujours été non. Donc, dans ce cas-ci, si je prends l'artiste de Dungeon Dragon, là, son nom m'échappe, là, mais si on prend les œuvres qui sont générées dans Midjourney, qui ont un style très, très proche de l'artiste de Dungeon Dragon, qui est encore vivant et qui a encore besoin de vivre de son art, en principe, il n'y a aucune propriété intellectuelle qui devrait être accordée à monsieur, madame, XYZ qui génère des images. Qui génère des images sur la plateforme de DALL-E. Mais il n'y a pas de contribution financière à monsieur l'auteur des images de Donjon Dragon. Parce que c'est trop nouveau. Je dirais que, tu sais, encore il y a comme 1 an ou 2, donc il n'y avait pas de système de compensation financière. Puis, généralement, les images n'étaient pas assez belles pour mériter une attention, du moins. Au cœur de ce problème, il y a l'idée que ces images, ces textes, ces vidéos, ces pièces musicales, ils sont souvent protégés par des droits d'auteur. Hein? Certains de ces contenus sont le fruit du travail, le fruit de la création d'artistes passionnés qui, justement, tentent de vivre de leur art pour injecter un peu de beauté, dans notre monde. Rappelons peut-être la poursuite des journalistes du New York Times contre justement OpenAI et son chat GPT pour
une utilisation non autorisée de textes. On aurait fourni des textes du New York Times pour éduquer, pour qu'OpenAI et son ChatGPT, pour que ChatGPT puisse apprendre à écrire. Et évidemment, ça n'a pas fait du tout l'affaire de ces journalistes du New York Times qui se sont rendus compte que, à leur insu, on utilisait leur texte pour faire ça. Rappelons aussi ces regroupements d'artistes qui, ça a commencé très tôt, hein, dès les premières moutures de DALL-E et ces autres outils de génération d'images là, qu'on est capable de générer à partir de quelques commandes écrites. Eh bien, ces artistes ont commencé, à raison, à se plaindre d'une utilisation non autorisée, en tout cas non consentie de leurs œuvres. Et évidemment, une utilisation non rémunérée de surcroît de leurs œuvres, puis des œuvres qui sont, rappelons-le, protégées par des droits d'auteur. Ève Gaumont, collaboratrice de longue date à IA Café. En tout cas, du moins, le texte qui se nourrit d'entrevue, c'est de voir si les artistes auraient des recours, ou comme ton artiste de Donjons Dragons, contre OpenAI, qui a utilisé ses œuvres pour s'inspirer, entre guillemets. Et ses conclusions? C'est ça, là, c'est pas simple. Vraiment C'est-à-dire pas. qu'il y a plusieurs situations. C'est-à-dire que d'abord, on a une première violation potentielle de droit d'auteur avec le simple usage de l'œuvre. C'est-à-dire que nécessairement, mon œuvre se retrouve dans la base de données. Juste ça, c'est une utilisation de mon œuvre problématique. Sauf que ce qui est prétendu souvent par les compagnies qui génèrent ces algorithmes-là, c'est de dire que ça s'inscrit dans une exception de fair use qui est... il y a plusieurs types d'utilisation de type fair use. Là. Par exemple, un journaliste qui montre une œuvre, un extrait d'une œuvre, c'est une utilisation correcte. En enseignement, il y a aussi des exceptions où on peut... utilisation fair quand tu utilises pour montrer, éduquer. Même, je pense qu'il y a des exceptions aussi pour la critique, la satire. Exactement. Mais là, on est-tu dans cette zone-là? Ou? Eh bien, oui, parce que c'est-à-dire qu'on joue sur les mots, mais l'argument se tient. C'est pour des fins de recherche. DALL-E, c'est encore au point où on est en recherche, on développe des technologies. Et il tente de s'inscrire dans l'exception de recherche. Mais quand ça va passer à l'étape de on les vend, les images? Là, ça risque de poser plus problème. Encore là, il va y avoir une question de preuve. Hein? Comment on fait pour... L'artiste de Donjons Dragons, probablement que c'est clair. Mais ce ne sera pas clair pour tous. Après ça, il y a aussi des questions de savoir les œuvres qu'on utilise, est-ce que c'est encore sous le coup du droit d'auteur? Par exemple, si j'entraîne sur La recherche du temps perdu de Marcel Proust, pas de problème. Hein? C'est plus protégé par le droit d'auteur. Pendant le processus de conception de ces IA, bien en amont, encore une fois, aux étapes de conception, d'apprentissage, de programmation, eh bien, on doit nourrir la bête. On doit lui donner des contenus pour qu'elle apprenne elle-même à produire ses contenus. Or, ces contenus sont souvent protégés par des droits de propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des contenus qui sont parfois, en partie au moins, pillés, volés, impunément d'ailleurs, et au détriment des ayants droit. Ce que ça veut dire ici, c'est que si vous utilisez ChatGPT, DALL-E, Midjourney, lesquels j'ai mentionné, Sora, Runway, ML, Udio, Suno, l'existence même de ces outils, ils sont là, ils sont intéressants peut-être, ils sont puissants, mais ils ne sont pas neutres, c'est-à-dire qu'ils portent déjà les traces de ces violations des droits d'auteur, de cette forme de pillage et des affronts à celles et ceux qui se font en partie au moins voler leur art par des compagnies en intelligence artificielle et des patrons multimilliardaires. Si vous souhaitez utiliser ces outils, ils sont prometteurs, évidemment, ils sont puissants pour créer du texte, des images, de la vidéo, de l'audio, puis on s'enthousiasme, on dit « Regardez comment ils sont extraordinaires ». Bien évidemment, mais vous devez minimalement reconnaître que l'outil en question, l'outil que vous avez entre les mains, cet outil, il n'est pas blanc. Il porte déjà des torts. Il a déjà fait du tort
à celles et ceux, aux écrivains, aux artistes, aux créateurs que vous souhaitez émuler peut-être par l'utilisation de ces nouvelles technologies? Troisième enjeu éthique, on est toujours dans des enjeux intrinsèques. Troisième enjeu éthique, celui que j'aurais envie évidemment, il y en a plein, là, mais j'ai décidé de me concentrer sur trois en question. Le troisième, ça serait difficile de l'éviter puisque c'est sûrement celui qui est le plus souvent mentionné. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, je parle des biais psychosociaux induits. Là aussi, on parle des biais qui sont problématiques, mais ce qui est problématique, c'est qu'ils sont toujours là. Peu importe l'utilisation de l'intelligence artificielle que vous allez faire, ces biais sont là, intrinsèques au sens où ils sont encore une fois nécessairement associés à l'outil. Ils sont viscéralement intégrés à l'outil parce que ces biais sociaux induits sont là dès le départ, dès la phase d'apprentissage. C'est comme si l'outil, à travers son processus d'apprentissage, aurait tranquillement intégré ces biais. C'est dans cette phase d'apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning, c'est ça, l'apprentissage automatisé, supervisé. C'est au cours de ces phases que les outils en question apprennent à faire ce que l'on leur demandera de faire, mais c'est à travers ces phases, au cours de ce processus, que les biais seront induits et tranquillement, non intentionnellement souvent, mais ces biais seront néanmoins induits, introduits, intégrés. Malgré nos bonnes intentions, ils seront néanmoins introduits aux outils que sont les outils d'intelligence artificielle. Justine Dima, juriste, épisode 8. Des exemples concrets de l'utilisation de l'IA dans le domaine des ressources humaines, ça peut aller de la reconnaissance de mots particuliers dans les CV. Donc, ça permet d'accélérer le processus de tri des CV qui peut être, qui avec les années est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus long. Comme par exemple, LinkedIn a identifié que pour un poste, il y a environ 250 candidatures. Un conseiller en ressources humaines qui a 10 postes en cours, ce serait beaucoup trop long pour lui de s'amuser à lire 2500 CV. Ça s'empile assez vite parce que c'est devenu beaucoup plus facile de diffuser son CV à plusieurs offres d'emploi en même temps. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une grande quantité de données, mais on ne sait pas forcément comment la traiter au mieux. Donc là, l'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement. Et donc, pour apprendre à l'IA à faire une tâche, on doit leur fournir des données qui sont jamais neutres, qui sont jamais parfaites, évidemment. Au contraire, là, ces données portent les traces, on l'a vu, les traces de nos préjugés, de nos biais, de nos préconceptions. Et si on prend, par exemple, une IA qui serait capable de générer des images, bien avant que l'outil soit capable de réaliser une telle tâche, on doit lui fournir des images. Avant que cet outil soit capable de produire l'image d'une femme, on doit lui fournir des images de femmes. Avant que cet outil soit capable de produire des images de belles femmes, on devra lui fournir des images qui sont considérées comme étant des belles femmes. Puis comment on sait c'est quoi exactement, c'est quoi une belle femme? On a souvent d'autres choix que de montrer à l'outil à explorer les images que nous, chers humains, on associe au mot « belle » et au mot « femme ». Mais c'est juste, c'est ça l'enjeu. C'est que c'est des humains qui créent les intelligences artificielles. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parfois on va reproduire ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on fait en fait habituellement. Sauf que là, l'enjeu, c'est que justement, on veut utiliser des outils pour réduire ces biais-là. Mais pour pouvoir réduire des biais, il faut en avoir conscience, tout d'abord. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion à avoir au niveau éthique de ces outils-là dans des utilisations. Parce que là, on parle de recrutement. Donc, si on n'est pas recruté, on va tenter vers une autre entreprise. Mais si on parle de cas où, justement, l'IA permet d'identifier un salarié, un employé qui n'est pas performant, puis que ça l'amène au licenciement.
Là, les conséquences, elles ne sont pas du tout pareilles. Là, on enlève l'emploi à quelqu'un ça va avoir des conséquences sur sa vie personnelle, etc. Donc, il y a toute une réflexion éthique vraiment à avoir au niveau de ça. Il y a tellement d'exemples. Écoutez, lorsqu'on veut que ces IA apprennent à produire des images de pompiers, de médecins, de PDG, de présidents, on peut leur donner accès à toutes les images en accès libre de droit peut-être, et on leur dira, allez voir, allez consulter ces images qui sont associées aux mots pompier, médecin, PDG, président. Et si on fait ça, l'IA va apprendre quoi? Il va apprendre à partir de ces images, puis il va apprendre que ce que nous, nous pauvres humains, associons au terme pompier, médecin, PDG, président. Et ce faisant, ces outils vont intégrer nos propres biais. Parce que autour de ces enjeux des biais, j'espère ne pas vous l'apprendre, le problème, ce sont nos propres biais. Les humains ont des biais, ils font des raccourcis maladroits. On a notamment tendance à associer les métiers, les postes de pouvoir à des hommes blancs occidentaux. Et tout à coup, quand on observe ce qu'on fait, si quelqu'un nous observe, faut pas. Et là, c'est une IA qui nous observe, faut pas se surprendre si ces IA tentant de nous imiter, si ces IA répètent nos erreurs, reproduisent nos préjugés, nos biais, et nous produisent de bien belles images, mais qui reflètent nos failles humaines, nos biais, nos préconceptions et préjugés. Est-ce qu'on pourrait pas penser à un outil qui, une fois qu'on sait qu'il y a un biais défavorable à l'embauche des femmes, un biais de, je ne sais pas moi, 0.034%, on pourrait dire, on va ajuster ce biais-là, puis on va l'augmenter de 0.04%, parce que de toute façon, il y a un biais, puis on pourrait ajuster de cette façon-là. Ça se pense-tu comme ça? Oui, si, c'est quelque chose qui est faisable, et justement, c'est pour ça que c'est important d'abord tester un outil avant de l'implanter de manière générale. Il y a Google, il y a LinkedIn, toutes ces entreprises-là qui finalement ont fait des phases de test, se sont rendus compte que ça favorisait davantage les hommes ou que ça favorisait des écarts, qu'il y avait des propositions de salaire beaucoup plus élevées, par exemple pour les hommes que pour les femmes. Et oui, justement, comme je le disais, quand on prend conscience de ces biais-là, on est capable de retourner à la programmation de notre algorithme puis de voir qu'est-ce qui faisait qu'on était amené à ça. En fait, ça permet justement comme tu le disais, c'est finalement pas des choses qui sont créées par l'IA, c'est juste que l'IA, avec toutes les données qui sont utilisées, ça permet de mettre clairement en évidence nos biais et de nous faire réfléchir, nous les humains, sur justement, jusqu'à présent, on se rendait peut-être pas compte de ce qu'on faisait. Parfois, je pense que c'est quand même très, très, très conscient. C'est quasiment de la négligence. Non, c'est ça. Mais on va quand même laisser le fait qu'on est des humains puis que l'erreur est humaine, justement, comme on dit. Mais là, justement, une fois qu'on a conscience puis que c'est mis en évidence, on peut plus le nier, en fait. Donc, on n'a plus d'excuses de plus travailler là-dessus. Donc, moi, je suis vraiment de l'opinion que l'IA va permettre de nous faire réfléchir et agir à ce niveau-là pour vraiment avoir une société qui est un peu meilleure à ces différents niveaux-là. Parce que j'entends souvent cette confusion dans le discours public. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est comme si ces enjeux d'injustice et d'inéquité seraient générés par l'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que ces enjeux d'injustice ou d'inéquité, ce sont les nôtres. Ces intelligences artificielles, ils portent seulement les traces des différentes formes d'injustice, d'inéquité, parfois de discrimination. Ils porteront éventuellement les traces de ces gestes qui perdurent de ces jugements qui perdurent dans notre société. Bon, c'est vrai que ces IA ont peut-être tendance à révéler avec un peu plus de maladresse ou d'intensité, je dirais, ces différentes formes d'injustice et d'inéquité. Mais ça reste les nôtres. Ce sont nos injustices, nos iniquités, nos biais.
Puis, ben, ces injustices, inéquités, elles sont seulement révélées. Elles nous sont révélées. C'est une image miroir. Et cette image nous est révélée, parfois maladroitement ou trop intensément, par une IA qui tente seulement de nous imiter, hein, qui tente de mimer ce que nous sommes et avec nos propres préjugés et biais psychosociaux. Ces biais, ces traces d'injustice et d'inéquité sont là en intelligence artificielle et seront toujours là, c'est-à-dire que ces traces sont nécessairement associées à l'outil dès la phase de l'apprentissage, dès les premières phases de programmation. Puis comme chez l'humain d'ailleurs, hein, c'est une phase d'apprentissage. Si on peut faire parfois des parallèles entre l'humain et la machine, on va en faire une ici. Là. C'est dans cette phase d'apprentissage qui est peut-être, c'est là où c'est peut-être le plus crucial si on ne fait pas attention à cette étape informatique. On parle d'apprentissage supervisé. Là, on est là pour lui apprendre, mais il faut que ça soit supervisé. Si on ne fait pas attention à la qualité des données d'entraînement, si on ne fait pas attention aux biais, préjugés, préconceptions qui sont déjà dans les données d'entraînement, si on n'est pas prudent pendant cette phase d'apprentissage, eh bien, le fruit de notre création va simplement répéter bêtement, après son apprentissage, va seulement répéter bêtement et servilement nos propres biais et injustices. Ces enjeux de justice, d'équité, ces biais sont toujours là, hein, dans l'outil. Ils sont nécessairement associés à l'outil, intrinsèques. Peu importe votre utilisation de l'intelligence artificielle, ils sont là. Peu importe si les conséquences sont positives, hein, vous avez pensé à une application, à une utilisation de l'intelligence artificielle, vous dites, maman, les conséquences sont positives, ça respecte les lois, peut-être, mais soyez prudents parce que ces outils, bien avant qu'ils soient utilisés, ils portent les traces de ces enjeux de justice et d'équité et ils ne cesseront, ils ne se débarrasseront pas de ces enjeux, même si les conséquences sont positives, même si les bénéfices sont là. C'est-à-dire que l'outil, il a été formé, il a été éduqué d'une façon telle que ces outils tentent de mimer ce que nous sommes. Et lorsqu'une intelligence artificielle tente de mimer ce que nous sommes, lorsqu'elle tente d'imiter une intelligence naturelle, elle hérite des failles, des limites, des misères et myopies humaines. Voilà, alors on va s'arrêter ici. Évidemment, il y aurait d'autres enjeux éthiques, sociaux, intrinsèques à explorer, les enjeux de confidentialité, peut-être de sécurité. On n'a même pas parlé des enjeux géopolitiques et économiques là, qui précèdent souvent la naissance et l'émergence de ces outils, mais on va se contenter plutôt déjà de ces trois principaux enjeux éthiques intrinsèques. Quels sont-ils? On a parlé des enjeux environnementaux, donc le bilan environnemental, le pillage des droits d'auteur, les enjeux de propriété intellectuelle et les enjeux associés aux biais sociaux induits. Tous ces enjeux sont intrinsèquement liés à l'intelligence artificielle. Ils sont toujours là. Ils sont là, cachés dans l'outil si vous n'êtes pas prudent. Ils sont nécessairement associés à l'outil avant même que vous l'utilisiez, peu importe les bénéfices de l'outil en question. Ce sera tout pour ce second bilan. J'espère que vous avez apprécié. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça sert un peu à ça, là, je dirais, tout ce travail depuis les 5 dernières années. Oui, rencontrer, oui, avoir des discussions, oui, explorer, mais en même temps, ça prend un peu de temps et de distance pour faire l'analyse du chemin parcouru. Écoutez, si vous aimez ces bilans récapitulatifs, je vous suggère déjà l'épisode 97
Dans l'épisode 97, j'ai fait une recension des principaux champs d'utilisation de l'intelligence artificielle. Écoutez, l'intelligence artificielle, elle est utilisée pas seulement en santé et éducation. Là. Il y a tellement de nombreux terrains et on a exploré plusieurs de ces terrains à IA Café. Puis j'ai fait un résumé. En fait, j'ai fait une sélection, là, mais j'avais déjà listé l'ensemble des terrains à l'épisode 92. Mais à l'épisode 97, j'ai fait un bilan et vous allez trouver les principaux champs d'application de l'intelligence artificielle. Puis j'ai accompagné ça de plusieurs extraits pertinents là, qui vont vous permettre d'enrichir votre capacité à citer des exemples d'applications. On donne toujours de l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT à l'école, puis c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Il y en a d'autres. Allez explorer ces deux épisodes-là, 92 et 97, pour en savoir un peu plus. Ce sera tout pour notre épisode bilan. J'espère que ça pourra vous servir à répondre notamment à celles et ceux là, qui disent que l'IA, c'est un outil neutre, puis que sa valeur ne dépend que de ce que nous allons en faire. Vous le savez maintenant, bien avant d'utiliser l'intelligence artificielle, ces outils, ils sont moralement chargés. Hein? Ils ont les épaules parfois bien lourdes. Ils portent déjà le fardeau moral là, des étapes qui ont précédé leur création, puis qui influencent déjà en quelque sorte le bilan moral de leurs potentielles utilisations. On va le formuler comme ça. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Prenez soin de vous. On se revoit ici bientôt là, dans une mouture et une formule plus normale, peut-être. Et d'ici là, on rêve peut-être, c'est notre formule, de moutons électriques. Allez, bye bye.